Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette 4e édition de Women in Atos. Je suis Marie Zerbicht, directrice marketing et communication de Tech Fondation, une entité au sein du groupe Atos, et j'ai le plaisir aujourd'hui de modérer cette table ronde avec nos invités atosiens que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. Et le sujet, bien sûr, qui nous anime aujourd'hui, c'est l'évolution de la carrière des femmes au sein des métiers de la tech. Malheureusement, on le sait, c'est encore un secteur où la représentation féminine est sous-représentée. Donc c'est important de pouvoir parler des initiatives concrètes qui sont mises en place, notamment au sein du groupe Atos, des résultats en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle et surtout des perspectives à venir pour les prochains mois. En effet, le constat a assez peu évolué ces dernières années. Les femmes, et on le sait, ne représentent malheureusement que 27% des effectifs dans les métiers du digital et de la tech et moins de 16% quand on réduit aux fonctions purement techniques, c'est-à-dire si on retire les fonctions support. Si on regarde du côté de l'enseignement, ce n'est guère mieux. Seulement 17% des étudiantes sont présentes dans les secteurs et dans les filières informatiques et dans les écoles d'ingénieurs. Ces chiffres qui nous proviennent du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche sont assez préoccupants car ils montrent que finalement la mixité dans le secteur de l'IT est encore loin d'être gagnée. Malgré effectivement une prise de conscience depuis ces dernières années, énormément d'articles ont été publiés sur le sujet. On sait à présent très bien que dans le secteur de l'IT, une sous-représentation des femmes peut avoir un impact important sur la programmation des algorithmes, sur les solutions d'intelligence artificielle. On sait très bien que quand celles-ci sont conçues uniquement par des hommes, elles vont et elles risquent d'amplifier les biais, les stéréotypes et les préjugés à l'égard des femmes. C'est donc important de se battre pour qu'il y ait plus de femmes dans ces métiers et plus de femmes ingénieurs. Effectivement, c'est un enjeu stratégique, car dans ce secteur du numérique, on est confronté à une pénurie de talents, avec 230 000 postes à pourvoir en France d'ici 2025. Pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui autour de la table Laetitia, directrice des ressources humaines, Issam, directeur commercial secteur public, Cécile, Core Operation Manager Paris 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, Marielle, Lead Resource Manager pour la région Grand Est, et enfin Karine, responsable du conseil et de la stratégie en cloud hybride. Merci et bienvenue. Merci. Donc on va commencer par le cœur du réacteur, les ressources humaines. Laetitia, en tant que DRH, comment fais-tu pour attirer et recruter des femmes dans un secteur considéré encore comme trop masculin ? Merci pour la question, Marie. Nous avons plusieurs initiatives, des programmes internes et des partenariats externes pour effectivement encourager la mixité et l'intégration des femmes au sein d'Atos. Au niveau de nos partenariats internes, nous avons par exemple les programmes de cooptation qui ont pour objectif de demander aux collaborateurs de proposer des CV d'anciens collègues, d'amis, de relations pour pouvoir intégrer Atos. Et nous encourageons également à travers ce dispositif à proposer des CV féminins. Via ce dispositif comme d'autres, nous avons aujourd'hui environ 27% de femmes au sein d'Atos, là où nous en avions que 23% encore en 2020. Nous avons aussi des partenariats externes, comme le partenariat que nous avons avec l'association Social Builder depuis plusieurs années, qui est une association qui s'engage en faveur de l'égalité femmes-hommes au sein du numérique et qui encourage les femmes à intégrer les métiers de la tech. Avec eux, nous avons lancé un appel au volontariat pour trouver des mentors, femmes comme hommes, pour les accompagner dans 2 initiatives. La première, c'est d'aider les femmes qui ont des projets de création d'entreprise avec les outils digitaux, donc de leur faire profiter de nos expériences dans la tech. Et la deuxième initiative est d'orienter les femmes qui sont en reconversion professionnelle vers les métiers du numérique en leur présentant les parcours professionnels, les possibilités et les débouchés. Nous avons ensuite des partenariats avec France Travail via des dispositifs de préparation opérationnelle à l'emploi qui nous permet là encore d'accompagner des femmes en reconversion professionnelle et des hommes aussi, bien entendu, et qui nous a permis l'année dernière de recruter plus de 10 femmes via ce dispositif très spécifique. Enfin, nous sommes membres du réseau We Are the Future in Tech, qui là encore
propose dans les collèges et les lycées des ateliers pour présenter les métiers du numérique auprès des lycéens et des collégiens. Et grâce à ce partenariat, nous serons présents lors du salon Vivatech qui va avoir lieu très prochainement. Et nous avons proposé à 5 femmes d'aller rencontrer des collégiens, des lycéens, de leur présenter là encore les métiers, les parcours et de les orienter vers nos professions. Très bien. Merci Laetitia, merci beaucoup pour cette réponse. Issam, en tant que directeur commercial, tu es en contact direct avec les clients sur le terrain. Tu connais leurs besoins, leurs attentes. Et pour toi, quelle est l'importance de féminiser le secteur de l'IT? Quels sont les enjeux et les bénéfices pour les clients et pour l'entreprise? Merci Marie pour cette question et avant tout, très heureux de participer à cette 4e édition. En 3 points, en effet, c'est important de féminiser le secteur pour notamment apporter une vision différente dans la conception et la mise en œuvre de nouveaux systèmes d'information, mais aussi de répondre aux attentes et aux exigences de nos clients. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi il faut dissocier le secteur de la tech, de l'IT et l'entreprise, donc Atos. Parce qu'à l'intérieur de ce secteur, il y a en effet 3 grandes familles de métiers. La première famille, c'est autour du digital, donc par exemple les développeurs, les développeuses, où aujourd'hui, elles sont représentées, mais pas assez. Et également, l'autre famille de métiers, c'est la partie conseil, donc plus les compétences sectorielles. Donc, c'est des profils comme des business analysts, des product owners pour locaux qui sont bien représentés. On a une part de femmes assez importante. Et puis, la 3e famille de métiers, c'est autour de l'infrastructure, donc autour des métiers réseau, système, sécurité, cloud, où les femmes ne sont pas assez représentées. Et puis, pour terminer, pour pouvoir en effet promouvoir le secteur de la tech, ça commence aussi par l'école, dès l'école, dès le collège, dès le lycée, lors des choix d'orientation. Mettre en avant aussi le secteur de la tech qui recrute, comme on l'a dit tout à l'heure, des milliers d'emplois chaque année en France et dans les années qui viennent. Et puis, pour donner un exemple très concret, je suis dans une entité qui s'appelle Technology Services, donc qui propose des services de bout en bout chez nos clients. Donc, moi, je suis basé en Île-de-France. Et on est exemplaire, notamment sur le volet management, où aujourd'hui, sur 10 managers de LBU, de business unit, on a 50% de femmes. C'est également le cas au niveau des directions commerciales. On a 5 directions commerciales dans l'Île-de-France et on a 3 directrices commerciales. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Et alors, justement, une fois ces femmes recrutées, Laetitia, comment on les accompagne dans leur évolution professionnelle ? Alors, nous avons beaucoup de programmes de formation chez Atos qui s'adressent aux femmes mais également aux hommes pour effectivement les accompagner dans leur parcours. Et à destination des femmes, nous avons par exemple un programme qui s'appelle le leadership au féminin, qu'on déploie depuis quelques années et qui a permis par exemple l'année dernière de former 95 femmes sur ce projet-là pour les aider à développer leur carrière, à développer leur leadership et puis à progresser différemment au sein d'Atos. À côté de ça, nous avons également des programmes de mentorat, bien entendu, de coaching interne, qui sont mixtes, donc qui peuvent être pour certains exclusivement féminins et pour d'autres totalement mixtes, et qui permet de créer du réseau et qui permet également aux femmes de partager via des canaux de communication, via des conférences qui leur sont destinées, et puis qui leur permet d'avancer également tout ensemble vers un objectif commun. Voilà. Et notamment, tu parlais de programmes de mentoring comme Women at Atos. Tout à fait. Je crois que Karine, tu as pu en bénéficier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et présenter cette initiative et son objectif ? Tout à fait, merci pour cette question. En effet, le programme Women at Atos est tout à fait intéressant pour chacune des femmes qui y participent. Il rassemble aujourd'hui une communauté de 3000 femmes à l'échelle du groupe, donc à l'échelle du monde, au sein d'Atos. Et il poursuit déjà différents objectifs. Encourager la sororité, encourager le partage d'expériences, et in fine surtout apporter de l'empowerment à toutes ces femmes qui évoluent dans un secteur où elles sont encore minoritaires et qui ont pourtant tant à apporter. Donc plusieurs actions, comme tu le disais à l'instant Laetitia, mais en effet ces moments de partage de connaissances à travers des conférences, des intervenants parfois extérieurs ou du partage de connaissances internes. Il y a également du mentorat.
et du coaching, donc des actions beaucoup plus ciblées, beaucoup plus individuelles, avec de l'accompagnement sur le temps long, où on peut s'appuyer lors de ces moments sur des rôles modèles au sein de l'entreprise. Donc c'est véritablement passionnant. Ce sont parfois des personnes dans un grand groupe comme Atos que l'on n'aurait pas finalement l'occasion de rencontrer s'il n'y avait pas ce type de programme, avec lesquels on n'aurait pas forcément l'occasion d'échanger. Et donc c'est particulièrement en effet intéressant. Ça permet aussi de rappeler à chaque femme qu'elle est légitime dans ce domaine de l'IT. Parce que parfois son sentiment de pas toujours être à sa place ou de partager ce syndrome de l'imposteur dont on parle beaucoup, se rendre compte qu'à un moment donné c'est partagé par d'autres, par les femmes et d'ailleurs aussi par les hommes aussi, c'est déjà une première étape pour le dépasser et puis pour continuer d'évoluer, parce que derrière ce qu'on cherche c'est quand même la performance, c'est la performance individuelle, collective et au service de nos clients, au service de notre bien-être dans la société, de notre évolution. Voilà, c'est que des avantages à la fin. Et ce genre de communauté est un bon moment pour nous le rappeler, nous rassembler et encore une fois d'avancer ensemble. Merci beaucoup Karine. Effectivement, c'est intéressant, tu citais le mentorat. Laetitia aussi, tu as cité le mentorat. Une transition parfaite pour Marielle, parce que je sais que c'est ce que tu as vécu dans ton développement personnel aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et nous expliquer comment le mentorat a influencé ta carrière? Avec plaisir Marie. Moi je suis arrivée chez Atos en 2013. Fraîchement diplômée d'une école de commerce et d'un master en droit du travail. Justement, sortie de mes études, j'ai croisé un petit peu par hasard celui qui sera mon premier mentor chez Atos, qui m'a convaincue de rejoindre le groupe en me présentant les belles perspectives de carrière qui sont offertes. Et j'ai donc rejoint Atos en tant qu'ingénieur commercial à l'époque. Il m'a coaché pendant près d'1 an. Il m'a ouvert son réseau interne chez Atos. Et puis, ce réseau que moi, j'ai pu entretenir, agrandir, adjoint à des parcours de formation chez Atos, au programme Internal First notamment, m'ont permis une première évolution, au départ relativement naturelle au vu de mon parcours universitaire, puisque j'ai pris une première responsabilité de business unit dans ma région. Avec la particularité, tu parlais tout à l'heure de la parité dans votre comité de direction, là, la particularité en l'occurrence très différente, qui était d'intégrer un comité de direction qui était 100% féminin dans cette région-là. Ensuite, j'ai évolué par le biais de rencontres de nouveaux mentors, femmes et hommes, sur une mobilité géographique. Et puis, il y a quelques années aujourd'hui, est arrivée une grossesse. Et une grossesse, on pourrait croire, et puis il y a beaucoup de préjugés qui pourraient laisser penser que c'est le frein dans une carrière. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par l'APEC en février dernier qui démarre en expliquant que l'annonce de la maternité à son manager est vécue comme par une femme comme quelque chose d'angoissant, comme l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Or, pour moi, ça a été tout le contraire. Quand je l'ai annoncé à mon manager, au contraire, je me demande même s'il n'était pas encore plus heureux que moi de cette annonce, puisqu'il m'a tout de suite dit « c'est une excellente nouvelle ». Il s'est voulu très rassurant sur le fait qu'on n'allait pas me remplacer, on allait répartir mon activité, on allait m'attendre, et que la priorité des mois à venir n'était pas celle de la gestion de mes activités. Fin de cette grossesse, j'ai fait face à des contraintes personnelles relativement fortes que j'ai à nouveau annoncées à mon manager de l'époque, et notamment une mobilité géographique. Là encore, j'ai fait face à quelqu'un de très rassurant qui m'a tout de suite dit « Écoute, on va faire très simplement le point sur ta carrière, tes souhaits d'évolution ». On a travaillé tout ça, puis quelques semaines plus tard, il est revenu à moi en me proposant non seulement un poste qui me permettait d'articuler ma vie personnelle et ma vie professionnelle, mais en plus une évolution de carrière, puisque à l'époque, je prenais donc un poste de direction commerciale régionale et j'intégrais par là même le comité de direction élargi de TS France.
Aujourd'hui, encore une mobilité géographique et fonctionnelle plus tard. Je le dis en toute franchise et sans vergogne, j'ai aucune difficulté à quitter le bureau à 17h45 le soir pour démarrer ma deuxième journée, qui est celle de maman. Et j'ai des managers qui m'ont toujours fait confiance, qui continuent de me faire confiance aujourd'hui et qui continuent de me permettre d'évoluer, de développer mes compétences chez Atos. Merci beaucoup Marielle, c'est très intéressant de soulever ce point du congé parental parce qu'on sait que ça peut être aussi par moments un frein, une étape un peu compliquée dans la carrière des femmes mais aussi des hommes. Et j'en profite pour donner quelques chiffres. Seulement 80% des hommes prennent leur congé paternité dans leur intégralité et 6% seulement réduisent leur activité contre 50% des femmes. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de travail et de lutte contre les préjugés, que ce soit envers les femmes mais aussi envers les jeunes papas. Avant de conclure, peut-être une dernière intervention avec Cécile. Je crois que c'est important, et on en a parlé, de donner envie aux petites filles, aux jeunes filles de rejoindre les métiers de la tech et de devenir ingénieurs, avec la mise en avant aussi de rôles modèles pour pouvoir les inspirer et peut-être se projeter dans un parcours plus orienté vers la tech. Toi, tu as participé à plusieurs éditions d'un événement très important et même exceptionnel. Ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques, dont Atos est partenaire informatique mondial depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous donner un petit aperçu de ce que tu vis au quotidien? Bien sûr, merci. Tout d'abord, je suis très contente d'être ici parmi vous. Merci de m'avoir invitée autour de cette table. Ma carrière chez Atos a commencé en 2001, donc pas mal d'années déjà. Et c'était juste à la suite de mes études que j'ai finies en Angleterre. Donc je suis atosienne d'Angleterre plutôt. Et j'ai rejoint une équipe de développement. J'étais consultante développeur junior en entrée de projet. Et j'ai tout de suite compris que l'esprit d'équipe et le mentoring, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui de mentoring, j'ai pas bénéficié d'un programme spécifique, mais c'était quelque chose qui était construit dans chacun des développeurs avec qui je travaillais, qui m'ont vraiment aidé à prendre goût à ce métier vraiment côté tech. Et aussi qui m'a permis très rapidement d'être envoyée aux quatre coins du pays d'Angleterre pour le coup, pour faire des projets de développement de sites internet, le web, l'explosion du web au début des années 2000. Hein, donc j'étais complètement là-dedans et ça m'a permis de beaucoup voyager très très vite dans ma carrière et depuis ça ne s'est pas arrêté. Donc après cette mobilité assez je dirais contrainte par les frontières de l'Angleterre, j'ai intégré un programme de talent en 2008 chez Atos. Et la première étape pendant pour ce programme, c'était un projet à l'étranger. Et donc, on m'a proposé de partir à l'étranger en France. Et moi, je me suis trouvée dans une situation où je comprenais bien que c'était un projet à l'étranger pour Atos UK, mais pas trop pour moi. Donc, j'ai décliné en demandant s'il y avait une autre opportunité. On m'a dit, ah ben oui, il y a une autre opportunité au Canada, à Vancouver, très bien. Donc, j'ai tout de suite, j'étais partante très, très rapidement avant de connaître les détails du poste pour lequel j'allais partir. Et c'est avéré que c'était pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Vancouver. Donc, j'ai rejoint cette équipe de Major Events à Vancouver en avril 2008. Et là, c'est tout un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. Déjà, un nouveau monde parce que c'était une culture différente, c'était une équipe encore plus multiculturelle que les équipes que j'avais pratiquées jusque-là. Parce qu'avec mes postes en Angleterre, j'avais quand même beaucoup de gens qui venaient de beaucoup d'endroits. Enfin, en Angleterre, c'est un peu un melting pot de culture, donc j'ai bénéficié de ça dès le départ dans ma carrière. Et là, en arrivant sur ce projet olympique et paralympique, ça a été comme
moment révélateur pour moi de me frotter à toutes ces différentes cultures, ces différentes façons de travailler ou d'interagir. On apprend. Enfin, c'était dur au début parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Par exemple, l'humour. En arrivant d'Angleterre, j'avais un humour assez spécifique de là-bas qui n'est pas du tout passé au Canada. Hein, donc, on m'a dit rapidement, Cécile, fais attention, l'humour, c'est un élément très important d'une culture. Donc, il y a eu beaucoup de moments assez cocasses pour moi au Canada. Très rapidement, quand je suis arrivée, on m'a mis sur un train de formation qui m'a envoyée assez rapidement à Pékin, parce qu'il y avait les Jeux, quand je suis arrivée en avril 2008, les Jeux de Pékin 2008, les Jeux d'été de 2008 étaient en phase de répétition finale, dernier coup de maquillage sur les systèmes, sur toute la préparation. Et donc, j'ai été envoyée à Pékin. Et là, alors encore une autre culture. Rencontrer d'autres collègues qui essayaient de m'expliquer en même temps de faire avancer les derniers jalons pour préparer ces Jeux de Pékin. Donc, vraiment, c'était extraordinaire. Et en 2009, pendant les événements de test, vous avez peut-être vu à Paris des événements de test l'année dernière, parce qu'à chaque fois, les Jeux olympiques et paralympiques ont besoin de tester sur place les systèmes, les gens, les infrastructures, etc. Donc, on essaye de faire des événements de test. Et pour ces Jeux de Vancouver, donc, j'ai été envoyée encore pour me former, pour avoir un petit goût de ce qu'est une opération olympique ou paralympique. Et j'ai été postée au site de Luge de Whistler. Et donc, j'ai fait ma petite formation et pour aller donc travailler, donc j'ai pris un poste opérationnel. C'est une formation, mais j'étais en poste opérationnel. Et pour aller au travail, j'y allais en télécabine, comme quand on va au ski. Et d'ailleurs, j'étais avec mon petit sac à dos et mon PC dans mon dos et autour de gens qui avaient leur ski. C'était vraiment différent. J'avais jamais fait ça dans aucun travail avant, donc c'était assez intéressant. Et pendant les Jeux, donc j'étais postée. Donc mon rôle opérationnel était de supporter les systèmes et des personnes sur site dans un centre opérationnel de commande qu'on appelle le Technology Operations Center. Et qui était une pièce sans fenêtre, avec des bureaux en rang, des écrans partout. Enfin, c'est un petit peu comme quand on envoie une fusée dans... C'est un peu comme ça que j'aime le voir. Mais voilà, donc j'étais postée dans ce talk. Et à la fin de Vancouver, donc en 2010, le projet de Londres était déjà bien engagé. Londres 2012 était en bonne marche. Et donc j'ai rejoint l'équipe de Major Events à Londres pour ces Jeux. Et là, c'était un petit peu les Jeux chez moi, parce que j'habitais pendant 10 ans à Londres avant. Et pour moi, c'était les Jeux chez moi, c'était quand même un peu plus d'émotion, un peu plus que mes deuxièmes Jeux, c'était l'émotion des Jeux chez moi. Et alors ça, c'était quand même extraordinaire. À la suite de ce projet de Londres, j'ai été castée pour faire partie de l'équipe de départ. Le projet d'intégration, qui est le partenariat qu'a Atos, marche c'est le projet dure à peu près 6 ans. Il y a une partie qui dure à peu près 2 ans de pré-projet et une partie vraiment d'intégration avec des personnes sur site qui accompagnent ces comités locaux. Et donc, je suis partie avec l'équipe qui a fait l'intégration, donc 4 ans avant les Jeux de Rio 2016. Donc, je suis arrivée en novembre 2012 pour ce projet de Rio 2016. Et à la suite de Rio, pendant lequel, donc, je voudrais faire rebondir un petit peu sur la grossesse. Moi aussi, au milieu du projet de Rio, j'ai eu un enfant, donc au Brésil. Et pareil pour moi, mes tâches ont été réparties dans mon équipe. Et tout le monde a attendu mon retour. Donc j'ai quand même bénéficié de ce soutien
de mon équipe, de mon management, de tout le monde pour pouvoir continuer et terminer ce projet. Avec les nouvelles contraintes, parce que quand on a un enfant, la vie change. Voilà. Et donc à la fin de Rio, ça a été un petit retour en Angleterre, un petit break des Jeux Olympiques, un autre enfant qui a été entre projets, finalement celui-là. Mais assez rapidement, Major Events nous a rappelé pour rejoindre les équipes centrales qui sont en Espagne, qui fournissent des systèmes et du support de 2 pôles particuliers, un à Madrid et un à Barcelone, Barcelone pour des raisons historiques, parce que c'est de là, pour les Jeux de Barcelone 92, Atos, c'était peut-être un autre nom avant, a commencé à fournir des applications pour les JO. Donc, de Madrid, j'ai aussi bénéficié d'une mobilité géographique pour faire des ateliers directement avec le client, et donc c'était à Tokyo. Et j'ai fait pas mal de voyages à Tokyo avant que la pandémie nous en prive. Et donc, on a changé la façon de faire les choses. Mais j'ai participé pour le projet d'accès de reconnaissance avec reconnaissance faciale, qui était un peu une spécificité du projet de Tokyo 2020. Et en parallèle, on m'a confié le pré-projet. Je mentionnais un petit peu avant la mécanique du projet avec 4 ans d'intégration qui sont après 2 ans de pré-projet. Et donc, j'ai géré ce projet de pré-projet qui est une phase de transfert de connaissances, d'organisation d'ateliers, de discussions ou de forums pour aider le nouveau comité local, donc Paris 2024 pour cette occasion, à ajuster leur ligne de tir pour certaines décisions stratégiques de partenariat ou de prestataires autour d'eux pour qu'ils s'entourent bien pour continuer cette aventure de Paris. Et c'est pendant cette période de pré-projet que le directeur de la technologie de Paris 2024 a souhaité que je rejoigne cette équipe sur place, qui donc arrive 4 ans avant les Jeux, qui est un peu en retard avec le délai malheureusement des Jeux de Tokyo 2020, la pandémie, enfin, toutes ces problématiques-là, ça n'a pas été une période facile, je pense, pour personne. Et donc, c'était un retour en France, donc pour mon premier travail en France, mon premier vrai travail en France en 2021. Et voilà. Et donc là, il me tarde. Là, la montre tourne assez rapidement pour les Jeux de Paris qui arrivent et qu'on est en train de finaliser ces jours-ci. Voilà. Merci beaucoup, Cécile, pour ce témoignage. On sent toute la passion qui t'anime pour ton métier et c'est vraiment génial d'avoir ce type de témoignage. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. On arrive à la fin de cette table ronde. Avant de conclure, j'aimerais juste peut-être vous demander à chacun un mot, un levier que vous aimeriez travailler en 2024 pour favoriser la mixité des femmes dans nos métiers. Donc, je vais peut-être commencer par toi, Laetitia. Je dirais le mentorat. Très bien. Moi, je dirais l'exemplarité. Parfait. Je dirais les émotions, la passion. Et moi, je dirais accompagner. Très bien. Et moi, je dirais la légitimité. Parfait. C'est un beau programme. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette 4e édition de Women in Atos. J'espère que l'ensemble de ces témoignages vous auront inspiré, vous auront donné envie de rejoindre nos métiers. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la page carrière, l'espace carrière sur le site atos.net. Vous y trouverez toutes les offres d'emploi que nous proposons et vous verrez, elles sont très variées, que ce soit en termes d'industrie, en termes de location géographique, en termes de métiers tout simplement, beaucoup de choses très différentes, donc n'hésitez pas. Et pour les collaborateurs et les collaboratrices qui nous suivent, n'hésitez pas non plus à contacter vos référents RH pour pouvoir bénéficier des programmes de mentorat, des différentes associations, des différents groupes qui existent au sein d'Atos, qui vous permettront, j'en suis sûre, comme mes invités aujourd'hui, de vous développer pleinement dans vos métiers et dans vos carrières. À très bientôt.